19 avril 2026, nous sommes dans la 5e année, et c'est le 55e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, je vous ai apporté de belles choses, comme toujours. Aujourd'hui, nous avons en fait un très large éventail d'informations. Nous avons des attaques des Ukrainiens contre des raffineries de pétrole russes, et aussi contre d'autres cibles qui sont en fait très intéressantes. Nous voyons aussi des attaques russes réussies contre des positions ukrainiennes près de Konstantinivka. Nous verrons aussi des choses qui tournent très mal et des personnes qui se sont exprimées publiquement à ce sujet. J'ai aussi apporté une belle vidéo et plein d'autres choses. Comme d'habitude, il y a des nouveautés. Allons droit au but et regardons sans attendre. Hier matin, une raffinerie de pétrole russe a de nouveau été touchée, cette fois à Syzran, encore une fois. L'installation d'une capacité d'environ 7 millions de tonnes est en flammes après une frappe de drone, encore une fois. Les premières images montrent un important incendie dans la raffinerie. La distance est à nouveau assez pertinente car elle ne se trouve qu'à, entre guillemets, 800 km de la ligne de front. Donc, comme cela n'était plus le cas depuis près d'un an, non plus dans les zones périphériques, mais en fait en plein arrière-pays. Et cela montre une fois de plus que même les installations industrielles centrales, situées loin du front, ne sont pas hors de portée des drones ukrainiens. Et cela c'est très intéressant. Certains spectateurs réguliers s'en souviennent sûrement. Je connais presque tous les noms ou retrouve souvent les mêmes dans les commentaires. Tout d'abord, c'est une grande chance qu'ils soient à nouveau présents, qu'ils soutiennent aussi activement et qu'ils boostent l'algorithme. Et justement, ces personnes-là se souviendront probablement encore de la fois où, il y a environ 1 an et demi, j'ai montré ici une carte sur laquelle on pouvait voir les différentes possibilités d'attaque des Ukrainiens le long du front ou de la frontière. On pouvait voir que ces raffineries se trouvent à portée de ce drone. Ces raffineries, ce Tamdigini, se trouvent à portée des attaques MS ou des Storm Shadow. À l'époque, on débattait encore de l'autorisation d'employer des moyens occidentaux contre des cibles en Russie. C'était en quelque sorte une carte hypothétique de cible théorique. Et maintenant, ce n'est pas si vieux que ça, mais nous voyons désormais des attaques menées par des drones tout à fait ordinaires, principalement même des drones FP2, qui sont utilisés pour frapper justement de telles cibles bien au-delà de la portée indiquée à l'époque. C'est assez surprenant. Nous verrons plus tard le blogueur russe ZepBlogger qui abordera aussi ce sujet. Restons un moment sur les raffineries de pétrole. De nouvelles images satellites diffusées sur Dnipro Official révèlent d'importantes destructions dans un dépôt de pétrole à Lyodosia, en Crimée occupée par les Russes. Après analyse des images, plus de 50% de l'installation aurait été endommagée ou détruite. Une grande partie de l'infrastructure a brûlé. Les capacités de stockage semblent hors service pour longtemps. On remarque également un avion visible sur l'image. Il s'agit d'un système de défense de type ANSI RS-1 qui devrait aussi pouvoir abattre des drones, notamment ceux de la taille du FP2, et ce système il se trouve effectivement encore en plein milieu de la zone de l'installation et n'a pas pu empêcher l'attaque malgré les mesures de sécurité. Il est impossible de confirmer indépendamment les détails des dégâts, mais la destruction visible montre que l'installation a été gravement endommagée. Dans la région autour de Stepanivka, à environ 5 km à l'ouest de Kostiantinivka, que vous voyez ici sur la carte, le front est redevenu actif après une longue période de calme à la fin du mois de mars, et cela se poursuit maintenant en plein mois d'avril. Et ce, avec quelques nouveautés. Les forces russes de la 20e. La division de fusiliers motorisés y a lancé des attaques pour repousser les unités ukrainiennes hors de la localité. L'objectif principal est la côte 215, située à la périphérie nord-ouest de Stepanivka. C'est cette hauteur ici, elle se trouve entre ces deux localités. Et c'est celle-ci que les Russes vont attaquer prochainement. La position constitue le noyau de la défense ukrainienne dans ce secteur. Elle doit empêcher que les Russes ne puissent bloquer l'approvisionnement à l'ouest de la ville de Kostiantinivka en passant par cette route. Ainsi, une voie d'approvisionnement resterait ouverte. Et elle doit empêcher que les Russes ne puissent ici diviser le front et s'approprier ce cours d'eau. Et les Ukrainiens seraient en plus ou moins encerclés sur une portion assez vaste ici. Ou peut-être pas encerclés, mais au moins tenter un encerclement. Et comme je l'ai dit, si les Russes la contrôlent la zone, il y a aussi ce cours d'eau ici, qui ne peut probablement pas être traversé de toute façon. Alors, au final, les Ukrainiens n'auraient plus que cette zone ici pour approvisionner ou accéder à la ville et aux villages environnants. Ce qui est bien sûr très avantageux pour les Russes. Parce qu'avec ça, si on regarde maintenant, 3 km, s'ils prenaient ces 3 km, ils auraient en fait, à cause du cours d'eau, presque 10 km de ligne de front effective.
Les Ukrainiens ne pourraient plus utiliser cet endroit ici. Et depuis la colline stratégique 215, elle est assez bien aménagée, en fait c'est le segment le mieux aménagé de ce front. Le secteur ici, si l'on en croit les Ukrainiens et les Russes, c'est tout ce que prétendent les deux camps. Donc il doit bien y avoir du vrai là-dedans. Exactement cette colline, elle sera attaquée par les Russes dans un avenir proche. Pourquoi ? Nous allons le voir tout de suite. Car à côté de cette colline, ce point de passage ici est également attaqué. Il relie en quelque sorte les deux parties de Stepanovka. Et en ce moment même, on se bat activement pour ce point. L'approche russe suit une méthode classique, une pression frontale venant du sud-ouest, avec la 54e. Le régiment, qui mène également l'attaque principale, verra des unités du 77e régiment pénétrer sur le flanc depuis l'est à travers les ruines de Stepanovka. Dans la première phase, les forces russes ont réussi à repousser les unités ukrainiennes de la partie sud-ouest de la localité. Les Russes ont désormais accès à la digue et à cet axe de liaison. Parallèlement, de petits groupes s'infiltrent dans toute la zone et dans les différents quartiers de la localité, ce qui entraîne de nombreux combats. Après plusieurs tentatives, les forces russes ont réussi à déloger les Ukrainiens de leur position dans la partie sud de Stepanovka. Cela a permis de créer les conditions nécessaires pour attaquer directement la côte 215. Il semble que tout l'ouest soit actuellement contrôlé par les Russes, bien qu'il manque des confirmations. Cela paraît valable des deux côtés. La question reste de savoir à quel point cet endroit est bien défendu et fortifié. Les images satellites ne montrent pas le système de tranchées le plus récent, mais voici à quoi ressemblait le système précédent. Et c'est ce que j'ai pu trouver pour l'instant. En rouge, on voit une longue tranchée continue. Je dois critiquer, je ne peux pas m'en empêcher, désolé. Mais quand je vois un tel système de tranchées du côté ukrainien, c'est un ancien système de tranchées qui, il y a environ 6 mois, a enfin été repensé un peu. Et construire des systèmes de tranchées plutôt plus petits mais plus dispersés, qui peuvent alors se couvrir et se chevaucher mutuellement, alors qu'ici, il s'agit encore d'un ancien système de tranchées, donc de l'ancienne méthode de construction. En gros, une tranchée extrêmement longue qui est creusée ici sur toute la longueur. Le problème, c'est que plus grand ne signifie pas meilleur ici. Une grande distance est assurée par au plus 30 personnes. Ce n'est pas comme lors de la Première Guerre mondiale, où les soldats étaient d'un côte à côte dans les tranchées. Aujourd'hui, personne n'y vit, ce sont juste des tranchées occupées. Quand les Russes arrivent, il y a au maximum 30 hommes dedans. Et cela signifie que si les Russes parviennent à percer quelque part dans cette tranchée, même s'il n'y avait pas 30 hommes, mais disons 60, cela n'aurait aucune importance dans ce cas. Mais si les Russes parviennent à pénétrer quelque part au sud dans cette tranchée, alors ils vont simplement progresser petit à petit avec le temps. Parce que les pertes, les Russes s'en moquent, plus ou moins. Que 200 personnes meurent pour prendre la tranchée ne les préoccupe pas. L'essentiel pour eux est d'avoir pris la tranchée à la fin de la journée. Les Ukrainiens sont repoussés hors de leur tranchée et, occupés à combattre à l'intérieur, ils ne peuvent défendre le reste face aux attaques russes. Les Russes vont alors rétablir la pression, c'est-à-dire qu'ils vont arriver avec d'autres unités et augmenter la pression, tout en attaquant également d'autres sections de la tranchée. Ce qui conduit évidemment à un désastre absolu pour les Ukrainiens, car ils doivent défendre en même temps contre une attaque venant de l'extérieur. Par ailleurs, ils doivent aussi veiller à ce que les Russes ne puissent pas amener de renforts supplémentaires et ils doivent encore mener un combat dans leurs propres tranchées. Et comme nous l'avons vu par le passé, cela conduit généralement à ce que les Russes finissent pas par conquérir la tranchée, tôt ou tard. Ce qui serait donc beaucoup plus intelligent, ou aussi beaucoup plus judicieux, c'est de construire plusieurs petites tranchées qui se chevauchent les unes les autres. Les Ukrainiens peuvent reculer d'une tranchée à l'autre, la suivante leur servant aussi de couverture. Mais après la tranchée en rouge, il n'y a plus rien. Que se passe-t-il alors ? Cela signifie que si vous avez un combat dans la tranchée, il n'y a rien de plus élevé ou rien en retrait qui puisse vous soutenir dans la défense. La seule autre chose qu'il y a, c'est là en bas, ce petit segment bleu. Mais si l'on considère que les Russes vont attaquer depuis le sud, ou plutôt dans ce cas depuis le sud-est, alors celui-ci est aussi assez mal placé. Mais il faut aussi préciser à ce stade que les combats ici ne datent pas d'hier, ils durent déjà depuis des semaines, voire des mois. Peut-on supposer que les Russes vont finir par mener un combat ici ? Je pense qu'ils ont aussi modifié la tranchée en conséquence, ou ont pu la renforcer avec d'autres tranchées. Je ne peux pas dire à quel point cette image est récente, mais c'est la plus récente que j'ai trouvée. L'Ukraine reçoit avec le NGESC un autre chasseur de mines des Pays-Bas. Cela s'était confirmé par Zelensky lui-même. Ainsi, la flotte ukrainienne de lutte contre les mines prévues passe à 5 navires, dont 2 proviennent directement des Pays-Bas.
Le navire est conçu pour la recherche et l'élimination des mines marines et doit surtout aider à rendre les voies de navigation à nouveau utilisables et à sécuriser les zones côtières. La remise s'inscrit dans un soutien international plus large, qui accompagne la reconstruction de la marine ukrainienne depuis le début de l'invasion russe. Juste pour que ce soit clair, afin que je n'aie pas à répondre plus tard à d'innombrables commentaires. Ce ne sont pas des navires qui opéreront pendant des heures sur des côtes disputées, ils sont bien trop vulnérables pour cela. De façon réaliste, je vois 3 zones d'opération. D'abord dans l'ouest de la mer Noire, donc près de la ville portuaire ou dans une zone contrôlée, et la côte est nettement mieux surveillée. De même, d'importantes routes commerciales traversent ces ports. Le déminage y est donc essentiel pour permettre la navigation. Les zones en retrait constituent le deuxième point que je vois ici. Il s'agit de zones qui ne sont pas directement bombardées actuellement, mais qui sont tout de même minées et qui doivent également être déminées. Les mines posent également problème ici, surtout là où il n'y a pas de combat, ou précisément là où il n'y a pas de combat, c'est justement là que les mines sont posées. Et troisièmement, dans une perspective à long terme, après la guerre ou par exemple lors d'un cessez-le-feu ou des premiers efforts pour un traité de paix. La plupart des champs de mines pourront être déminés à long terme. Les navires sont aussi conçus pour rendre la côte et ses accès utilisables durablement. Ce n'est pas décisif pour la guerre actuellement, mais c'est important. Si les siens crient, c'est qu'il y a un vrai problème. Ainsi, le blogueur pro-guerre russe Evgeny Goldman s'exprime à nouveau. Je vais plus ou moins traduire ce qu'il rapporte. Je le trouve assez intéressant. Il commence généralement calmement, puis l'intensité augmente, aboutissant à une crise de colère. Il rappelle Prigojine, mais il était déjà un cas à part. Les Ukrainiens mènent une guerre à distance avec 2000 km entre le pilote et le drone. Ça me rend dingue, mais c'est fou les gars, voilà ce qu'est devenu cette guerre. Ils nous dépassent à une vitesse folle et nous essayons de rattraper comme des tortues, mais eux, ils nous dépassent comme des guépards. Nous avons énormément de problèmes. Comme je l'ai déjà dit, je le répète et continuerai à le dire. Ce printemps, il faut délimiter des parcelles pour planter des pommes de terre sur le chantier. Le pays est foutu, les gens qui travaillent à côté de moi ferment leur entreprise. Le fisc les démonte tellement que c'en est à peine croyable, ils ne travaillent à même plus. Le secteur du bâtiment ou peu importe quoi, tout est foutu, mais à la télé, ils disent qu'en Russie, tout va super bien et que tout est beau. Et puis, merde, c'est la putain de ligne de front. Pourquoi, bordel, est-ce qu'on piétine encore là-bas à l'arrière en cette 5e année de guerre? Tout le monde se moque de nous, tout le monde nous ridiculise, mais on reste toujours là, sûr de nous. Bon, cette partie-là, elle doit la censurer, sinon YouTube va me sanctionner. Vous pouvez le voir en entier sur Telegraben. Mais en tout cas, il s'agit ici de beaucoup d'actes homosexuels entre hommes, qu'il compare à la situation sur le front et dans le pays. Mais vous voyez de toute façon que les esprits sont tendus et que l'ambiance est, disons, très neutre, comme on dit si bien. Il a déjà évoqué le printemps, ce qui fait bien sûr une belle transition, car oui, nous sommes au printemps, et cela partout dans le monde. Ils se préparent à nouveau à rendre les rues dangereuses. En Ukraine occupée, c'est presque pareil, mais à l'inverse, car ici, les rues sont déjà dangereuses avant même que les motards n'arrivent. En effet, les forces russes ont de nouveau mené une attaque dans la région de Zaporijia avec des véhicules légers, dont de nombreuses motos et des camions Ural. La méthode bien connue est rapide, flexible et bien faite, plus difficile à détecter que de grandes colonnes mécanisées. Les motos servent à exploiter les brèches ou à passer rapidement derrière les lignes ennemies. Dans ce cas, cependant, l'attaque a été stoppée. Les forces ukrainiennes ont pu repérer et combattre les éléments avancés plus tôt, l'offensive n'a pas percé et s'est effondrée sous le feu. De telles attaques montrent néanmoins comment la tactique s'adapte désormais. On passe de grandes unités à de petits groupes mobiles. Et c'est aussi ce qui fonctionne le mieux pour la Russie. Oui, littéralement. Le risque demeure élevé dès que les forces sont repérées, non seulement dans le sud de l'Ukraine, mais aussi ailleurs. Une attaque de grande envergure à moto menée par les forces russes a aussi été repoussée, selon les Ukrainiens. Les forces ukrainiennes ont frappé une concentration de troupes russes et une zone de rassemblement avec des drones FP2. Les images montrent que plusieurs positions ont été atteintes. Dans un cas, la nacelle de combat du drone se détache du porteur juste avant l'impact et pénètre séparément dans un bâtiment. Cela indique un effet ciblé contre des objectifs abrités, donc pas seulement contre des véhicules ou du personnel à découvert, mais aussi se rassembler ou chercher un abri. Les Ukrainiens ont apparemment pu améliorer le FP2 à plusieurs égards. Je ne pense pas que ce soit un hasard si nous avons vu récemment autant d'attaques FP2 contre des cibles aussi variées.
À Tagadrog, un site de production de Atlanta Aeroworks a été touché. Selon la source, il s'agirait d'une attaque avec des missiles Neptune modifiés capables de frapper des cibles maritimes et terrestres. Impossible de confirmer de façon indépendante s'il s'agit réellement de missiles Neptune. Mais la plupart du temps, les informations sur les missiles se réfèrent à d'autres sources, qui elles-mêmes renvoient à la source précédente. Sur les images disponibles sur place, on ne voit que l'impact lui-même. L'usine aurait ainsi produit, entre autres, des drones de type Molnia, des composants pour le système Odéon et d'autres pièces pour des drones et des technologies spatiales. Attaquer une usine de drones, alors que les Russes centralisent et veulent distribuer les drones à certaines unités, rend ce type d'attaque particulièrement intéressant. Des unités ukrainiennes dédiées au système sans pilote ont pour la première fois intercepté un drone russe Shahed à l'aide d'un drone intercepteur lancé d'une plateforme navale sans équipage. Toute l'opération a été menée par les forces de la 412e brigade Nemesis. Cela introduit donc un nouveau profil d'utilisation. Le lancement se fait depuis la plateforme avec une cible aérienne. Cela offre plusieurs avantages, car la plateforme peut être placée loin au large, plus près des routes d'approche des drones. Cette méthode réduit le temps de réaction, car les drones intercepteurs n'ont pas à décoller du sol. Ce système est aussi plus difficile à détecter et attaquer. Une plateforme sans équipage est bien plus discrète qu'une position classique de défense aérienne terrestre. La défense aérienne terrestre est ainsi soulagée, car les cibles peuvent être interceptées plus tôt avant d'atteindre les côtes ou les villes. Et enfin la flexibilité. Les plateformes peuvent être déplacées, repositionnées et adaptées à de nouveaux axes d'attaque sans infrastructure fixe ni préparation importante. Elles pourront donc également être lancées depuis des zones où les Russes ne s'attendent pas à des mesures de défense aérienne. Nous voyons ici justement qu'il s'agissait d'une sorte de défense. Certains concepts prévoient que des navires drones transportent des drones FPV vers des zones théoriquement sûres pour attaquer des installations côtières ou des ports. Cela devient alors très prometteur pour l'avenir. Imaginez de petits navires drones capables de pénétrer discrètement dans les ports, ou un petit sous-marin drone qui fait surface et lance ensuite de petits drones FPV qui frappent des cibles dans le port. Bien sûr, si un fabricant d'armes écoute, c'était mon idée. Je remercie donc les abonnés et les membres de la chaîne de l'Algo Crew. Merci au lieutenant-colonel Reineke Silla Dietrich Ferdi Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.